On démarre. Donc, bonsoir à tous. Bonsoir Cédric Villani. On est très heureux de te recevoir ce soir à environ le 40e webinaire organisé par Exurso sur la crise du Covid. Bravo. Merci. Donc, ça fait à peu près un an voilà, qu'on a démarré. Alors, je vais te présenter très rapidement, même si beaucoup d'entre nous te connaissent déjà. Donc, tu es député, tu es président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Et tu nous parleras notamment, si tu es bien d'accord, de ta vision de la crise, en particulier sur la question de la stratégie vaccinale, ainsi que plus largement des réponses des autorités françaises et d'autres pays face à la crise. Alors, tu as un public de polytechniciens, donc ils sont très intéressés notamment par voilà, ton analyse comme de mathématicien, aussi de la dynamique de cette épidémie et voilà, donc voilà, avec une approche peut-être de l'audience un peu plus scientifique que la moyenne peut-être des audiences que tu as dans tes nombreuses, j'imagine, réunions publiques auxquelles tu participes. Voilà, c'est à toi pour une 15-20 minutes avant les questions-réponses. Merci beaucoup. Écoute, c'est un plaisir de me retrouver dans cette lignée. J'ai vu quelques-uns des intervenants précédents et je vois que je suis en bonne compagnie. Et c'est toujours un plaisir d'échanger. On souffre tous les uns les autres en ce moment de ne pas avoir assez de contacts et d'interactions en présence. Mais le positif, c'est que après cette crise émergeront et resteront certaines formes d'interaction en distance auxquelles on aura été forcé d'adhérer et qui finalement se seront révélées aussi des enrichissements. À titre personnel, toutes les semaines, je participe le mercredi nuit au séminaire de l'Institute for Advanced Studies à Princeton qui se fait entièrement sur Zoom et qui est une façon très intéressante d'échanger. Alors, on est dans la crise du Covid depuis un certain temps maintenant. Ça commence à faire un tel temps qu'on hésite à parler de crise, une crise d'un événement qui est réduit dans le temps. Là, on se demande combien de temps va durer cette période de tension. On a eu des différents pics au cours de la crise et au fur et à mesure, les sujets se sont multipliés. J'ai pu les voir et les approcher avec ma casquette effectivement de président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, l'OPEXT, ou en abrégé l'Office parlementaire scientifique. J'en dirai quelques mots sur ce qu'est cet office et ce qu'il fait. Mais je dirais tout d'abord que ce qui m'a frappé plus que tout, c'est l'extraordinaire variété de sujets que cette crise nous a fait approfondir. Extraordinaire variété de sujets scientifiques. On s'est retrouvé à potasser des sujets, à aller au fond de sujets non seulement liés à la biologie et à la médecine, mais aussi des sujets liés à la modélisation mathématique, des sujets liés aux statistiques, des sujets liés à la science des données, des sujets liés aux sciences numériques en général, et puis peut-être l'impact le plus intéressant qui va avoir du temps à se décanter, il est du côté des sciences humaines et sociales, de ce que la crise nous a appris, par exemple, sur les rapports entre science, politique, analyse, ce que les comparaisons internationales nous ont montré. Il y a des choses extrêmement intéressantes qui sont sorties, qui sont en train de sortir, qui font les comparaisons entre la façon dont, dans les différents pays, les différents thèmes que sont l'analyse et l'expertise scientifique, l'action politique et la santé publique, comment ces différents thèmes interagissent. Il y a une étude préliminaire que je regardais tout récemment, faite par des chercheurs d'un peu partout, Harvard et d'autres endroits dans le monde, qui classent les pays en 3 grandes catégories en fonction de la façon dont ils ont répondu à la crise. Il y a les pays dans lesquels c'est en contrôle, les pays dans lesquels c'est le consensus, les pays dans lesquels c'est le chaos. La France étant classée dans le régime du consensus pour eux. Et ils développent et ils analysent à travers beaucoup de différents critères les enseignements de cette crise. Et pour moi, c'est à la fois la partie la plus inattendue, la plus délicate et la plus intéressante sur le long terme, ces questions de sciences humaines et sociales liées à la crise du Covid. Alors, dans les travaux de l'OPEX, nous cherchons à les aborder tous. Nous avons un rôle particulier d'évaluation de la stratégie gouvernementale vaccinale. Et je vais commencer par rappeler que l'OPEX
C'est un organisme bicaméral qui regroupe 18 députés et 18 sénateurs, avec une représentation respective des différentes forces politiques dans l'une et l'autre chambre, ce qui veut dire en pratique qu'il y a en ce moment un petit quart de majorité présidentielle et trois quarts de représentants qui sont hors majorité présidentielle ou opposition, que ce soit à l'Assemblée ou au Sénat. Donc c'est un travail extrêmement transpartisan. Moi-même, je suis officiellement député non inscrit aujourd'hui, sans appartenance à un groupe politique, et cela me donne encore plus d'indépendance et de liberté, on va dire, dans la présidence de cet office. L'office a été créé dans les années 1980 pour éclairer les parlementaires sur des sujets techniques de grande technicité, en particulier le nucléaire. Je dirais que c'était le sujet qui a contribué plus que tout autre à faire naître l'Office dans les années 80. Aujourd'hui, l'Office s'occupe de tous les sujets. Et il est sous-employé de façon générale, beaucoup de monde s'accorde là-dessus. Je suis entré à l'Office à mon arrivée en tant que député. J'y ai été brièvement président, puis premier vice-président, puis à nouveau président en fonction de savoir si la présidence était à l'Assemblée ou au Sénat. Ça alterne tous les 3 ans. Et je me suis attelé depuis le début à faire progresser l'outil au plan structurel, en particulier en recrutant du monde, en recrutant des scientifiques travaillant à temps plein pour l'Office, en renforçant le travail de veille, le travail d'articulation avec les travaux parlementaires en général, en se mettant systématiquement en service des parlementaires chaque fois qu'un sujet allait être discuté à fort contenu scientifique à l'Assemblée ou au Sénat, et puis en organisant des rapprochements institutionnels forts, par exemple des petits déjeuners très réguliers avec l'Académie des sciences, l'Académie des technologies, l'Académie de médecine, par exemple le renouvellement d'un conseil scientifique dans lequel des scientifiques d'horizons très variés viennent prendre part pour nous fournir en sujets et en idées, le renforcement de liens avec d'autres offices scientifiques parlementaires au niveau international. Et ça s'inscrit dans un sujet passionnant et qui est mis à l'épreuve plus que tout autre en ce moment, qui est l'articulation entre scientifique et politique. On y reviendra certainement dans le flot des questions par rapport à la gestion de la crise. Dans ce contexte, nous avons un travail de veille sur l'ensemble de la crise du Covid, mais sur la partie vaccinale, nous avons été missionnés par le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, pour établir ce rôle de veille et d'évaluation de la stratégie gouvernementale. C'était bien sûr l'indépendance de l'OPEX qui était recherchée, qui était un avantage par rapport à ça. On a vu toutes les polémiques considérables que la gestion de la crise a donné lieu dans la première vague, quand c'est arrivé en mars-avril. Et c'était important pour le président de l'Assemblée nationale de faire en sorte que la stratégie vaccinale échappe autant que possible aux polémiques stériles. L'OPEX, en ce sens, a très bien joué son rôle, et l'une des surprises, si on peut dire, de nos évaluations de la stratégie vaccinale telles qu'on a pu les rendre jusqu'en début 2021, c'est que le gouvernement, pour l'instant, se débrouillait pas du tout aussi mal que ce que les oppositions le disaient, le répétaient et l'assénaient à longueur de journée. Et le fait qu'on puisse agir de façon transpartisane a été, bien sûr, a donné beaucoup de respect et de force à l'avis que nous avons pu formuler. Dans cette crise Covid, parlons un peu des vaccins. Premièrement, la première bonne, incroyable nouvelle, on l'a vu, c'est la mise au point de ces vaccins qui sont efficaces, qui font appel à une multiplicité de techniques, qui sont arrivées beaucoup plus vite que prévu. Je vous rappelle qu'au printemps, on disait pas de vaccin avant 18 mois et encore, si ça se trouve, ça sera 10 ans et on ne sait pas, des fois on ne trouve jamais de vaccin, comme c'est le cas pour le sida et d'autres maladies. Et puis finalement, les vaccins sont arrivés très vite. Ils sont arrivés très vite avec beaucoup de projets dans le monde, et les vaccins à ARN, bien sûr, c'est la vedette dans ces vaccins. Ce sont à la fois ceux qui sont arrivés les premiers, ceux qui sont révélés avoir une très grande efficacité, en particulier contre les formes graves, en particulier avec une grande efficacité pour les publics très âgés, contrairement aux vaccins classiques qui d'habitude perdent en efficacité pour les publics très âgés. Et ça semblait être vraiment l'arme idéale par rapport à la pandémie qui est arrivée. Tout ce bilan s'est obscurci avec l'arrivée de tous les variants, mais là où les vaccins ARN sont aussi extrêmement impressionnants et efficaces, c'est que la technologie est très
fluide, très réactive et peut s'adapter à des variations, à des mutations en très peu de temps, quelques mois, voire quelques semaines. Et on a là une transition dans l'efficacité qui est sans doute une révolution dans le domaine vaccinal. Certains le comparent, et je crois que la comparaison est méritée, à la transition dans la photo entre l'argentique et le numérique, au sens où vraiment aussi dans le vaccin ARN, c'est une information numérique, le séquençage du virus, qui compte plus que tout. Ça, c'est la très bonne nouvelle. Maintenant, elle vient avec un certain nombre de bémols et un certain nombre de complications. D'abord, il y a un bémol français, bien sûr, évident, sur lequel nous devrons investiguer davantage en tant qu'OPEX et en tant que parlementaires, c'est l'échec des tentatives françaises, aussi bien du point de vue de Sanofi que du point de vue de l'Institut Pasteur, à fabriquer un vaccin français, quelque chose qui nous interpelle. Alors, dans un cas, c'est un arrêt de projet, dans l'autre cas, c'est un retard qui pèse sur un sujet aussi international, aussi exposé. Ensuite, les questions de production. Et on ressent de façon très forte aussi sur ce vaccin la fragilité européenne de production, sur l'industrie médicale en général, sur l'industrie. On l'a ressenti, on le savait sur bien des secteurs clés, et ça nous est rappelé sans cesse sur le secteur du numérique. Ici, sur le secteur du vaccin, ça vient aussi de façon extrêmement cruelle. Ensuite, ce n'est pas tout d'avoir les vaccins. Encore faut-il les distribuer, les répartir, définir des priorités. Et là-dessus, on a vu à quel point c'était complexe. Pour un certain nombre de raisons, on pourra en reparler. Je vais mentionner un point important dans l'affaire qui est, sans que ce soit un élément déterminant, c'est quand même un point de vigilance et de fragilité du système français, mais on le retrouve dans tous les domaines en France, c'est la comitologie extraordinairement complexe. Et le très grand nombre d'institutions qui viennent donner leur avis, évaluer telle ou telle chose, être en préalable à telle ou telle action, et qui complexifie, ralentit l'opération et qui font peser aussi un risque de façon globale sur l'ensemble de la stratégie. Alors, avec des fois des risques d'image et d'incompréhension. Et comme on sait ici, l'incompréhension est un facteur clé. Quand Alain Fischer, qui est un des meilleurs experts reconnus en France sur les vaccins, se fait interpeller sur des questions logistiques parce qu'il a été présenté comme le monsieur vaccin à l'opinion publique et comme quelqu'un qui devrait savoir tout sur la mise en œuvre des vaccins, et qu'il explique avec grande sincérité que les questions logistiques, ce n'est pas son rayon, et que de nombreux médias ou personnalités politiques se déchaînent en disant que c'est un scandale qu'on a mis à la tête de cette opération quelqu'un qui ne connaît rien à la logistique. C'est un exemple de cette fragilité institutionnelle liée à la grande complexité. Je pourrais vous détailler le dispositif, on l'a analysé pour l'OPEX. Il y a des comités dont on a appris l'existence en cours d'audition, il y a des comités dont on a appris qu'ils avaient disparu, que pendant les auditions, on a appris qu'ils avaient disparu, et on reste sidéré par l'ensemble de cette complexité. Maintenant, dans les phénomènes politiques, évidemment, qui sont liés à la stratégie vaccinale, le poids et l'importance de l'Europe. Une des leçons majeures de certaines des études que je vous évoquais sur la pandémie, c'est que, de façon plutôt inattendue, à travers le monde, la pandémie a amplifié les phénomènes politiques. Je veux dire par là, on pourrait se dire, en temps de pandémie, le politique laisse la place aux policymakers, comme nous diraient nos collègues anglo-saxons, aux personnes qui s'occupent de gérer la crise sans y mettre particulièrement d'état d'âme, mais en étant au plus efficace. Dans le modèle coréen, qui a été extrêmement commenté et étudié au cours de cette pandémie, et dont l'efficacité a été saluée, c'est même inscrit dans la Constitution. Quand il y a une pandémie, vous avez l'équivalent coréen de Santé publique France, disons, l'agence coréenne qui s'occupe de gérer ça, qui temporairement investit le gouvernement et prend des pouvoirs qui sont en partie ceux du ministre de l'Intérieur, en partie ceux du ministre de la Santé, pour pouvoir directement agir, préparer le plan et intégrer le gouvernement en quelque sorte. Donc c'est un gouvernement qui devient en partie un gouvernement technocratique par principe, le temps de gérer la crise et ensuite qui se retire. Et on pourrait se dire, oui, dans l'idéal,
quand arrive la crise, les questions politiques s'effacent, on les met de côté, il y a une sorte d'union et on laisse le technique aux manettes. Ce n'est pas du tout ça qu'on observe à travers le monde. Et on voit au contraire que les fractures dans les différents pays politiques sont amplifiées par la crise, les grands mouvements politiques sont amplifiés par la crise. On se retrouve par exemple aux États-Unis avec une fracture républicain-démocrate qui est encore plus forte qu'avant la crise, des mouvements politiques et des décisions politiques qui sont invitées de façon très très forte au cours de cette crise. Et dans le contexte français, toutes les difficultés politiques françaises, toutes les difficultés sociologiques françaises, on les voit aussi amplifiées au cours de cette crise, très clairement, avec une grande variété, grande diversité de comportements, d'actions et d'impact. Il faudra longtemps avant qu'on puisse avoir du recul et tirer toutes les conclusions de tout ce qui s'est passé, mais les conclusions sont extrêmement, extrêmement fortes. Je terminerai ce propos liminaire en disant que derrière la question vaccinale, il y a la question de la résilience de l'ensemble de la société, parce qu'il paraît maintenant clair que la course de vitesse entre les évolutions du virus, l'apparition de toutes les variantes avec un coefficient R plus élevé, une contagiosité plus grande, d'une part, et d'autre part, la course à la vaccination, c'est dans plein de pays un élément clé de la sortie du régime de restrictions sociales et de restrictions surtout d'interaction dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc derrière ça, il y a un enjeu pour toute la société qui est un enjeu d'économie, un enjeu de santé de la société qui va bien au-delà de l'économie, un enjeu de santé mentale capitale. En ce moment, pour nos étudiants, c'est le risque psychologique considérable du fait des restrictions qui sont là sur le long terme pour la société est certainement plus grave, voire bien plus grave que le risque sanitaire lié au Covid directement. Et l'importance pour une société à en sortir et à se projeter vers l'avenir est capitale. Un des effets de bord non négligeables de ce comité, de cette crise, c'est le bouleversement des ordres de grandeur économique et des questions de transition économique. Là où le plan hydrogène récupéré avant la crise Covid avait été obligé de se battre pour avoir quelques millions, ce sont des milliards aujourd'hui qu'il a réussi à récupérer dans le plan de relance. Ce décrochage d'ordre de grandeur, il est clairement lié au fait qu'en cette période de pandémie, les milliards qui ont été mis par centaines sur la table pour gérer la crise, la conscience qui a été d'un coup celle du politique qu'on avait aussi besoin de centaines de milliards d'investissements pour l'avenir, elle est venue changer complètement ce rapport au futur, avec des aspects qui sont discutables, des aspects qui sont extrêmement intéressants. Un plan de relance qui est en partie vert, dans 30 milliards sur les 100 suivent la bonne trajectoire carbonée qu'on attendrait. Les 70 milliards restent sur le statu quo, mais un plan de relance est de façon générale un économique qui représente un pas très intéressant vers la suite de la société. Voilà, mes chers amis, il y a beaucoup de thèmes sur lesquels je n'ai pas pu développer. Maintenant, on va voir tout ce qu'on veut comme temps pendant les questions-réponses pour approfondir. Merci beaucoup, Cédric. Déjà, c'est très, très intéressant. Alors, je vais te poser les premières questions du chat et je vais en ajouter une. Donc, Hubert Lévy-Lambert qui te demande, à propos de comitologie, que penses-tu de la valeur statistique de l'avis d'un comité de 35 personnes prises au hasard? Voilà. Et de Carola, que pensez-vous des problèmes, conséquences induits par les politiques de recherche, manque de financement de programmes de recherche fondamentale, par exemple sur coronavirus, apparemment peu d'équipes d'épidémiologistes comparées à d'autres pays, manque d'implication des SHS, une approche plus curative que préventive. Et j'ajoute une question notamment liée à l'intérêt d'un camarade qui s'appelle François-Xavier Martin, qui est intéressé par la dynamique de l'épidémie. Est-ce que toi ou l'Office a fait des travaux sur la dynamique de l'épidémie et peut-être pour challenger le discours officiel là-dessus? Allez, on est parti pour un bout de temps déjà avec ces trois questions extrêmement intéressantes. Comitologie. Surtout sur tous les sujets, il y a besoin d'un certain nombre d'avis, d'expertise.
Parfois, ces différentes expertises sont réunies au sein d'un même comité ou d'une même institution. Parfois, et bien souvent en France, elles sont éclatées entre divers organismes qui doivent se répondre les uns les autres. Sur le cas, dans le cas on peut argumenter sur ces questions de Covid et de stratégie vaccinale que toutes les institutions qui sont présentes en France ont leur rôle et l'ont joué, pour l'instant de façon pas trop mal les unes les autres. Par exemple, la NSM s'occupe de donner l'autorisation de mise sur le marché après qu'on a eu l'autorisation qui est donnée par l'EMA au niveau européen. Par exemple, la Haute Autorité de Santé s'occupe de définir la stratégie, en particulier de prioriser les actions. On va commencer par les plus de 70 ans, puis on va faire les personnels médicaux, etc., etc. Au sein de cette Haute Autorité de Santé, il y a un collège qui s'occupe des patients, hein, des simples citoyens, qui représentent l'avis de ceux qui vont se faire vacciner, etc. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un comité vaccin, celui qui est présidé par Alain Fischer, qui va travailler beaucoup sur la communication, l'explication, le relais auprès du grand public et qui va avoir un regard indépendant sur l'ensemble de la stratégie et apporter un regard éclairé de scientifique, un peu comme un comité. On a le conseil scientifique qui est toujours présidé par Jean-François Delfrécy, qui lui s'occupe de l'ensemble du Covid, pas seulement les vaccins. On avait un comité CAR présidé par Françoise Barré-Sinoussi, qui lui s'est dissous dans d'autres, mais dont un sous-comité venait joindre ce qu'on appelait le comité vaccin avec Marie-Paul Chieny, qui lui s'occupait de faire de la prospective à l'international sur les différents types de vaccins, sur les modèles économiques qui étaient avec et tout ça. On a une task force interministérielle qui, elle, va s'occuper de gérer tous les aspects logistiques, etc., etc. Donc, il y a comme ça peut-être une dizaine d'institutions qui sont impliquées là-dedans. Et le risque est celui de l'illisibilité. Déjà, pour le parlementaire, c'est fort dur à lire. Hein, c'est à force d'audition qu'on a pu comprendre aussi comment les rapports des uns avec les autres. Pour le grand public, c'est totalement illisible. L'enjeu qui est lié à la transparence est important parce que derrière, il y a la question de la confiance. Et la question de la confiance est une des batailles capitales dans cette question vaccinale. Si on regarde ce que nous disent les épidémiologistes, il faut des taux de couverture importants vaccinal importants pour freiner l'épidémie. Ils sont directement liés à la contagiosité. Hein, si on avait avec un coefficient R de transmission libre qui était de l'ordre de 3, chaque personne contaminant environ 3 personnes, il faut un taux de couverture vaccinale de l'ordre de 2 tiers. En fait, il y a de la perte, en fait, il y a différents phénomènes, puis arrivent les variants qui ont un R plus élevé, de sorte que c'est sans doute 85% ou peut-être même 90% de taux de vaccination qu'il faut viser pour avoir une vraie sûreté. Or, on est assez loin de ça parmi les intentions de vaccination. Donc, c'est important de comprendre l'hésitation vaccinale, comment elle se répartit. Ce n'est pas la même selon les classes d'âge, ce n'est pas la même selon les populations. C'est très corrélé à la confiance dans les institutions, plus que dans la confiance en la science. Et c'est important d'avoir une grande transparence justement sur comment fonctionnent les institutions, le fait qu'elles soient libres de conflits d'intérêts et tout ça. Ça, c'est pour dans ce contexte, disons, où la confiance est importante, l'excès de comité fait courir un risque parce qu'il peut y avoir des confusions, de la cacophonie et tout ce qu'on veut. Alors maintenant, sur la question d'Hubert, sur le comité de 35 personnes prises au hasard, il part d'un bon sentiment et il part d'un bon exemple, mais il n'arrive pas dans un bon contexte. Le bon sentiment, c'est celui qui consiste à dire... On a perdu Cédric. Alors, Cédric, tu m'entends? On va attendre qu'il... Ah, ça y est, c'est bon. On t'avait perdu, mais pas longtemps, 10 secondes. Oui, j'étais en train de parler de bon sentiment, c'est ça? Voilà, exactement. Donc, le bon sentiment, c'est de se dire, ce gros enjeu, c'est celui de la confiance, ce qui est vrai, et ce à quoi on adhère aussi à l'OPEX. Les enjeux, sur tous les enjeux de cette question de crise du Covid, les questions humaines sont bien plus délicates que les questions techniques. Donc, le gouvernement, en voyant ça, se dit c'est important
d'obtenir une adhésion et de travailler sur l'acceptabilité. Et donc, c'est un sujet qui concerne les citoyens plus que les experts. Et donc, on va créer ce comité de citoyens. Il n'y a pas de méthode plus représentative que celle du tirage au sort. Et ça, c'est vrai, c'est mathématique. Si vous voulez une photographie aussi, un comité qui représente la société dans sa diversité aussi bien que possible, vous tirez au sort. Personne ne fait mieux que ça. Et donc, on va placer ce comité qui sera chargé de travailler sur l'acceptabilité pour inspirer confiance aux citoyens. Oui. Sauf que ce comité arrive bien tard par rapport à l'urgence de la situation. Ce que 35 personnes, ce n'est pas du tout suffisant pour refléter la diversité d'opinions politiques et de classe sociale de la France. Et que ça arrive déjà dans un contexte de comitologie très, très fourni, ça vient brouiller encore plus le paysage, d'autant que la Haute Autorité de Santé, elle, a déjà un comité formé de citoyens, de patients. Et donc, pour moi, ce comité était un doublon qui venait dans un calendrier trop contraint pour pouvoir prendre le temps de rendre des avis intéressants. Un comité citoyen, c'est une forme très intéressante, seulement quand ça peut travailler dans la durée et en discussion avec des experts pour se forger des avis citoyens instruits par les experts. Et donc, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit très clairement. Ce comité, c'était un comité qui n'avait pas vraiment d'utilité et qui faisait que complexifier la chose. Maintenant, je dis qu'il partait d'un bon exemple, et pour moi, le bon exemple, c'était la Convention citoyenne pour le climat. La Convention, elle a pris le temps de travailler et a eu, puisqu'elle a été installée en sortie de crise des Gilets jaunes, elle a dû travailler presque 2 ans. Elle a pris le temps d'échanges avec des experts. Il y a toute une procédure méthodologique qui a été établie avec des auditions, avec des réunions selon une certaine méthode qui a été définie en s'inspirant d'autres expériences à l'international. Elle a rendu des avis qui sont... on a eu dans la Convention citoyenne des phénomènes intéressants en eux-mêmes, des gens qui ont changé d'avis au cours de l'audition, des dynamiques qui se sont mises en place au cours du travail de la Convention, et finalement un document qui sort, qui est très complet, qui est très fort, qui travaille justement sur l'accessibilité, sur l'acceptabilité par rapport aux enjeux climat, complémentaire donc de ce que peuvent faire d'autres organismes comme le Haut Conseil pour le climat, le Comité national pour la transition environnementale, ou encore le CESE, ou encore le GIEC, bien sûr. Sur les différents organismes que j'ai dit là, il y a un peu de redondance, ça c'est certain. Et par exemple, le CNTE, je ne suis pas, à mon avis, il est redondant avec d'autres entités qui existent par ailleurs. Mais le rôle de comité citoyen pour le climat, là, est bien tenu et c'est un rôle qui est complémentaire par rapport à ce qui existait et le résultat, pour moi est excellent. Pourquoi le président Macron a mis sur place ce comité citoyen pour le climat? Parce que, bon, il y avait le contexte en du Gilet jaune et tout ça, mais au-delà, il y avait une question qui a été révélée très clairement par les débats politiques, une assemblée politique avec le jeu des partis est il lui est très difficile d'aborder les enjeux énormes de changement de société. Parce que tel parti va hors telle ligne, tel autre parti va hors telle ligne. Le parti qui est au pouvoir a des responsabilités par rapport au monde économique qui le rendent très difficile à un regard libre, citoyen sur les questions d'évolution sociétale. Et un comité citoyen libre de ces questions de discipline des partis était la bienvenue. Il faut bien se rendre compte, on dira, mais c'est le boulot des parlementaires que de prendre ces grandes orientations. Il faut voir ce que c'est quand vous êtes en hémicycle, toutes les pressions psychologiques qu'il peut y avoir sur les différents partis, sur le vote, pour voir à quel point le vote libre est difficile. C'est partie d'ailleurs des raisons pour lesquelles je suis aujourd'hui député non inscrit dans les groupes de l'Assemblée nationale. Je crois que j'ai répondu un peu trop longuement à cette question, mais c'était l'occasion de certaines digressions. Sur la question de Carola, les problèmes et conséquences induites par les politiques de recherche, manque de financement de programmes de recherche fondamentale, manque d'implication des SHS, etc. Bon, premièrement, il y a une analyse qu'il faudra faire a posteriori des raisons, des difficultés, voire de l'échec français à mettre en place les bonnes questions de vaccins, les vaccins, tout simplement.
la recherche, il y a ce qu'on nous dit, les informations qui nous reviennent, c'est qu'il y a beaucoup de diminution des effectifs de chercheurs chez Sanofi, un mouvement qui était déjà en œuvre. Et une recherche Sanofi qui se relocalise aussi en partie en Chine. Ce sont des choses à analyser qui sont des informations inquiétantes si elles sont confirmées et qui doivent être qui nécessitent une analyse, voire une enquête parlementaire. J'insiste par rapport à tout ce qui est dit là aussi. Ce qui a fait le succès des projets de recherche de vaccins les plus spectaculaires, c'est la bonne coopération entre des très gros acteurs et des petits acteurs agiles. Le vaccin Pfizer, ce n'est pas le vaccin Pfizer, c'est le vaccin de la coopération de Pfizer avec BioNTech. Et BioNTech, c'est une start-up récente, ça a été très commenté, fondée en particulier par des immigrés turcs en Allemagne, fonctionnant de façon extrêmement agile sur ces questions d'ARN. Et la France, on le sait bien, est historiquement mauvaise pour faire fonctionner ensemble les petits acteurs et les grands. Les coopérations entre petits et grands se traduisent souvent par l'absorption du petit par le grand, par une perte d'agilité, par un aplanissement. Et la France est aussi pas bonne pour la coopération entre recherche universitaire et recherche industrielle. Dans toutes ces questions de transversalité, d'interdisciplinarité, la France a beaucoup de progrès à faire et ça fait partie de tous les symptômes bien analysés sur l'enseignement supérieur et la recherche, bien analysés depuis 10 ans, que l'enseignement supérieur et la recherche sont sur la sellette après les lois d'autonomie de l'université, plus récemment la loi de programmation pour la recherche, etc., etc. Sur la question que tu évoquais, Laurent, dynamique épidémique. À l'OPEX, on n'a pas en interne de spécialistes en épidémiologie, mais on a une veille qui est très forte sur tous ces sujets et on a la connexion, les auditions régulières avec tout ce monde-là. En particulier, on a auditionné, eu des échanges avec un certain nombre des équipes d'épidémiologistes qui travaillent là-dessus. En France, les gens comme Vittoria Colizza, en France et en Europe, mais aussi des gens comme Arnaud Fontanet, des gens comme Samuel Anison, et d'autres encore, j'ai plus les noms en tête, mais on en a auditionné pas mal. Il est important de voir d'abord que les modèles épidémiologistes ont un petit siècle en la matière, ont été, au début, le grand modèle célèbre, c'est le modèle SIR, modèle à compartiment, comme on dit, qui analyse la dynamique des sujets qui sont susceptibles d'être infectés, de ceux qui sont infectés, de ceux qui sont plus infectables, soit qui soient décédés, soit qu'ils aient été immunisés et guéris. Ces modèles ont été rendus extraordinairement complexes par la recherche récente avec de très nombreux compartiments pour rendre compte de la structuration en âge, des interactions entre les uns et les autres, des différences de contagion. Beaucoup de paramètres sont flous dans ces modèles. C'est encore un sujet de débat de savoir comment il faut comptabiliser les masques dans les modèles, de savoir comment les effets de retard doivent être pris en compte. Il n'y a pas un seul modèle, il y en a une variété. Si vous regardez en particulier et ils se challengent eux-mêmes, c'est ça qui est important. Par exemple, il y a des modèles stochastiques aussi, en plus des modèles liés à des équations différentielles. Il y a des modèles avec stochastique et des modèles avec retard. Je crois que ça faisait partie des questions qui étaient posées dans le petit mémo que tu m'avais transmis. L'équipe de Samuel Anison, par exemple, travaille sur un certain nombre de modèles alternatifs et confronte leurs résultats aux projections des autres épidémiologistes. Et ils ont en ligne sur leur site à Montpellier différents outils avec lesquels on peut s'amuser, voir quels sont leurs modèles. Et de façon générale, ils sont assez ouverts à être interpellés là-dessus. Je vois sur le chat une question, savoir si les paramètres de psychologie sont pris en compte dans les SIR. La réponse est, on peut tout prendre en compte de façon phénoménologique, mais c'est évidemment extrêmement flou et extrêmement sujet à caution.
Et évidemment, les réponses psychologiques, les réponses à l'épidémie aux épidémies ont un impact extraordinairement fort dans la transmission. L'un des experts les plus réputés dans le monde sur les modèles SIR, c'est Ferguson en Grande-Bretagne. On sait aussi qu'il s'est royalement planté, si j'ose dire, dans le passé sur certaines épidémies. C'est un domaine sur lequel il est extrêmement difficile, enfin, ce n'est pas une personne ou une équipe seule qui détient la vérité. Alors, un des effets, alors, une question qui était, est-ce qu'il y a assez d'épidémiologistes en France? De façon générale, c'est une discipline qui est souvent, à travers le monde, assez peu développée par rapport aux besoins. En Allemagne, il y a un épidémiologiste qui est devenu célèbre, Droste, j'ai oublié le nom, c'est un nom dans ce genre-là, qui est devenu une super vedette parce qu'il a réussi à établir un lien aussi avec la population. En France, il y a un certain nombre d'experts très reconnus. L'un des effets collatéraux, si j'ose dire, de la crise, c'est que ça a obligé ces experts à discuter les uns avec les autres et à communiquer et à confronter systématiquement. Le conseil scientifique aujourd'hui fait un assez bon travail de récupérer l'expertise après confrontation de ces différentes équipes. Cédric, Oui, excuse-moi. Oui, il y avait Hubert Lévy-Lambert, qui est le fondateur d'X-Sursaut, qui voulait te poser une question de vive voix. vas-y Hubert. Bonjour, monsieur le député. D'abord, je voudrais vous rappeler que je ne suis pas seulement le fondateur d'X-Sursaut, mais aussi le fondateur du musée de l'X qui a ouvert il y a 3 ans. Et je vous avais invité à l'époque à venir le visiter. Je crois que vous n'avez pas eu le temps, mais je vous réitère. Alors, ce que j'ai vu sur le site de Palaiso, c'est les vitrines dans lesquelles il y a une très belle exposition permanente. Mais est-ce que vous parlez peut-être de ça ou peut-être de quelque chose d'encore plus ambitieux? Non, 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 c'est un musée qui fait 1000 mètres carrés. C'est un peu moins grand que le musée du Louvre, mais parmi les musées de la Défense nationale, c'est un des plus beaux, après le musée de l'armée, le musée de la marine et le musée de l'air. Et donc, vous y êtes cordialement invité quand vous aurez le temps. Vous êtes député d'un département qui malheureusement est en train de défrayer la chronique avec des assassinats de jeunes. Vous avez peut-être un commentaire à faire. Et puis, j'aurais aussi une autre question. J'ai la chance, vu mon grand âge, d'avoir bénéficié de la vaccination par le vaccin de Pfizer. Je voudrais savoir ce que vous pensez de l'idée d'avoir un passeport vaccinal qui permettrait aux gens vaccinés d'aller dans les restaurants, les musées et les théâtres plutôt que de les laisser fermer pour tout le monde. Et enfin, là, comme j'ai eu beaucoup de questions, je n'ai pas beaucoup l'occasion de vous voir, je voudrais savoir ce que vous pensez de la controverse relative à la proposition de Frédéric Vidal de demander au CNRS une étude sur l'islamo-gauchisme. Certains ont dit que demander cette étude au CNRS serait un peu comme demander à Olivier Duhamel une étude sur l'inceste. Qu'en pensez-vous, cher député? Merci beaucoup, chers collègues, pour cet ensemble de questions. D'abord, le musée de l'X, évidemment qu'il faut que je le visite. Aussi parce que l'école polytechnique, on va dire, a joué un rôle majeur dans certains des sujets de mathématiques que j'ai pu labourer dans ma carrière de scientifique. En tout premier lieu, je pense à Gaspard Monge, qui est le fondateur du domaine dans lequel j'ai effectué une grande partie de ma recherche, le transport optimal, et dans lequel j'ai écrit 2 ouvrages de référence. Sur l'Essonne, c'est tragique ce qui s'est produit. L'Essonne est un département qui, quand on le compare à d'autres départements en Île-de-France, est relativement peu doté en force de l'ordre. J'ai interpellé à plusieurs reprises dans le passé le ministre de l'Intérieur sur ce sujet. Évidemment, je ne dis pas que ça aurait changé les choses, qu'il y ait davantage de policiers sur le terrain, mais il faut
c'est révélateur du fait que il y a des problèmes de sécurité qui se posent, qui sont considérables, dans un contexte pandémique qui a tendance à exacerber les problèmes et l'insécurité. Il faudra, malheureusement, ces problèmes sont très longs à résoudre. Il y a des questions d'intégration, il y a des questions, en l'occurrence, des questions de travail sur le milieu scolaire, des questions de mise en place de police de proximité, des questions de bonne coopération entre les collèges et les politiques et les forces de l'ordre. Et c'est un chantier juste vertigineux. Vertigineux et urgent. Sur les questions de passeport vaccinal, il y a déjà, il faut se souvenir, plein d'occasions dans lesquelles on est obligé, quand on va d'un pays à un autre, d'avoir certains vaccins. Pour tel ou tel pays, on vous demande d'être vacciné contre la fièvre jaune, etc., etc. Il n'est pas du tout choquant en soi qu'arrivent de nouvelles obligations liées au coronavirus qui se traduisent par la nécessité d'avoir d'avoir la vaccination pour voyager, pour faire telle ou telle activité. Maintenant, il est prématuré d'en parler à un moment où il y a tellement peu de personnes vaccinées et où il y a une telle tension sur la vaccination. Vous avez pu vous faire vacciner et c'est très bien. Aujourd'hui, même dans les publics à risque, il y a énormément de tensions sur la prise de rendez-vous. Il n'y a juste pas assez de vaccins sur le sol français, de doses de vaccins pour répondre à toutes les demandes qui sont là. Il y a des rendez-vous qui sont pris des fois à plus d'un mois d'intervalle. Et donc, dans ce contexte d'extraordinaire tension, c'est prématuré de parler de ce passeport vaccinal. Si le gouvernement le mettait sur la table maintenant, ça serait un peu indécent. Chaque chose en son temps. Et quand une proportion plus importante de la population sera vaccinée, quand l'accession au vaccin sera possible, ce ne sera plus un sujet tabou. De la même façon que maintenant, ce n'est pas choquant de devoir se faire vacciner contre la fièvre jaune quand vous allez au Bénin ou qui sait où, parce que vous savez vous faire vacciner là, maintenant, tout de suite, en allant le demander dans la bonne adresse. Sur l'islamo-gauchisme, je pense que c'est une polémique stérile et inepte. Je pense que la ministre n'aurait jamais dû s'aventurer sur ce terrain. Je pense que je suis complètement aligné pour le coup sur les positions de la CPU et du CNRS sur ce sujet, à savoir que islamo-gauchisme d'abord est un terme dont on ne sait pas trop bien comment il est défini, ensuite est un terme qui, dans le passé, et les études récentes comme celle de David Chaval-Arias le montrent, et appartenait en très forte majorité au registre lexical de l'extrême droite. Que c'est un mot qui a été instrumentalisé et que c'est un mot qui ne reflète aucun domaine scientifique, aucun domaine universitaire aujourd'hui. Et que le CNRS n'a pas à enquêter sur les sujets de recherche des universitaires qui ont leur liberté de sujet d'ailleurs garantie par la Constitution, et que bref, dans cette affaire, la ministre avait tout faux. Merci Cédric et merci d'avoir répondu sur des questions qui étaient même plus larges que le thème du débat. Tu as parlé sans frein et c'était très intéressant. Alors voilà, je vais te regrouper les questions suivantes du chat. Donc il y a une question toujours de Carola sur le manque de culture du risque de la population et aussi des politiques et de l'administration. Alors si je peux me permettre d'interpréter, est-ce que peut-être ça veut dire que les politiques ont tellement peur d'avoir un procès qu'ils ont mis ceinture et bretelles face à l'épidémie et qu'une culture du risque plus mesurée aurait été meilleure. Peut-être c'est une interprétation, mais je te laisse aussi, toi, avoir ta propre interprétation de cette question. Qu'est-ce que tu penses, donc question de Laurent, de la perte d'avantage de la France en maths, en sciences et en technologie? Je sais que c'est un sujet qui t'intéresse beaucoup. Tu as répondu déjà sur les CIR. Toujours de Carola, certains chercheurs en santé publique ont regretté le manque de recours à des technologies simples, capteurs de CO2 dans les salles de classe. Est-ce qu'on n'a pas tendance à oublier des solutions simples
pour, j'imagine, réduire la diffusion de l'épidémie. Et dernière question de ce batch de questions, est-ce que cette épidémie a tendance à te faire infléchir, amender ou confirmer ce que tu préconisais dans ton rapport sur l'IA? Peut-être Cédric, avant. Bonsoir, c'est Laurent, je me permets d'intervenir parce que c'est une question un tout petit peu annexe que j'ai posée. Effectivement, je m'en rends bien compte, mais on a au Conseil de l'AX, on s'émeut de ce problème-là, de perte de savoir de la France. Alors, pas tellement pour l'AX, je veux dire, on n'a aucun état d'âme sur le fait qu'il y aura toujours d'excellents candidats qui iront à l'AX ou à Normal Sup, mais c'est beaucoup plus sur la masse. Et donc, Cédric, tu as fait le rapport avec Torossian là-dessus, donc je pense qu'il faut prendre le problème très en amont. Donc, nous, on va lancer à l'AX une réflexion sur le sujet, et bien évidemment, on sera ravis de continuer la discussion avec toi sur ce thème. Mais donc, c'est effectivement un petit peu à part du Covid et de l'épidémiologie, mais c'est vraiment un travail fondamental qu'on tient à mener. Eh bien, allez, je vais, pour tenir dans les délais, je vais répondre à toute allure. De toute façon, je suis à votre disposition pour de futurs webinaires à l'avenir quand l'occasion s'en présentera. On a un paquet de sujets à l'OPEX qui peuvent vous intéresser. Parmi nos derniers sujets, il y avait la pollution plastique, qui est un sujet vertigineux, et le rapport de l'OPEX en la matière est le plus complet qui ait jamais été réalisé en France, ou encore l'impact des ondes électromagnétiques sur l'élevage, sujet beaucoup plus intéressant qu'on ne pourrait croire. Il y en aura encore tellement et tellement. Sur la précaution, oui, le politique prend beaucoup de précautions, mais le politique a raison. Aujourd'hui, les médias et l'opinion publique ne lui font aucun cadeau. Dès qu'il y a une petite faiblesse, les gens y vont à toute berzingue, et c'est phénoménal. Regardez ce qui se passe sur un truc bien plus léger. C'est quoi la grande polémique politique de ces derniers jours? C'est les menus de cantine de Lyon. Et voyez comme quelque chose qui est juste une même pas une prise de risque, une petite innovation pragmatique prise par le maire de Lyon, qui avait été la même que celle de son prédécesseur d'ailleurs, s'est transformée en un débat idéologique phénoménal dans lequel même le gouvernement s'est déchiré. Et aujourd'hui, le responsable public, on lui fait aucun cadeau, et donc tout naturellement, il prend ses précautions. Pas que le politique aussi. C'est aussi les responsables d'achat dans les grands groupes qui vont aller préférer la valeur sûre à la start-up française, par exemple, ou le grand opérateur de cloud américain à l'acteur européen, etc., etc. Pourquoi est-ce que le Health Data Hub a contracté avec Microsoft plutôt que cessé de temps de contracter avec OVH? C'était pour un certain nombre de raisons, dont celle de la précaution. Et ça infuse toute la société. C'est variable d'une société à l'autre. La France est caractérisée par son climat propice aux braises et à la polémique, et donc c'est normal que les gens prennent d'autant plus de précautions. Très dur de voir comment renverser la vapeur, mais il faut l'accepter. C'est drôle, quand le président Macron est venu faire un discours sur le plateau de Saclay récemment, c'était pour parler de plan quantique. Et à un moment, il a dit ça sur la valeur de... Il a fait une petite digression précisément sur la valeur de l'échec, à oser prendre le risque, apprendre de ses erreurs et tout ça. Et il a dit, et il faut éviter, et c'est dur dans un pays qui se transforme facilement en un pays de 66 millions de procureurs. Alors ça s'est retourné contre lui, puisque les 66 millions de procureurs, c'est la seule phrase que tous les médias ont retenue de tout son discours sur le plan quantique, et ça s'est retrouvé avec des interpellations à n'en plus finir, et le porte-parole du gouvernement obligé de venir défendre le président, etc., etc. Donc, c'est ici la société entière qui doit faire son mea culpa par rapport à cette question de précaution. Les précautions des politiques, c'est juste la réaction de la facilité de la société à s'enflammer de façon déraisonnable sur tous les sujets. Maintenant, un sujet sur les mathématiques. Oui, vous avez complètement raison de vous inquiéter de ça, parce que c'est très préoccupant. Et ce n'est pas la petite frange, effectivement, qui va intégrer l'X ou Normal ou faire de la recherche et tout ça qui est menacée sur le long terme. C'est l'ensemble de toutes les forces vives
la faculté à recruter des ingénieurs pour des besoins toujours croissants, mais aussi à avoir une culture scientifique dans les entreprises, dans les administrations, etc. etc. À bien voir que si on prenons un sujet que vous connaissez bien pour beaucoup d'entre vous, l'énergie nucléaire. Bon, on peut discuter pendant des heures et des heures des avantages et des inconvénients du nucléaire, mais aujourd'hui, les plus grands problèmes du nucléaire qui se posent, ce n'est pas des problèmes scientifiques, c'est des problèmes technologiques, des problèmes de mise en œuvre industrielle et des problèmes de ressources humaines. Et audition après audition qu'on a à l'OPEX, on nous alerte sur la perte de compétences qualifiées, la perte de conscience professionnelle des ingénieurs, le plan de ressources humaines qui sont en difficulté. Les personnes, toutes les ressources humaines qui sont concernées là, ils visent effectivement toutes ces personnes qui doivent avoir une forte culture scientifique qu'on doit produire, qui ne seront pas forcément les chercheurs ou le top, mais qui viendront faire ce gros des troupes. Et c'est ce gros des troupes qui est menacé aujourd'hui dans la baisse du niveau de mathématiques générales en France. Sur les technos simples, bien sûr, il y a des solutions simples qu'on n'a pas assez valorisées. Alors, après quelques temps, on a quand même eu un certain consensus aussi sur la pression, sur le fait des différentes mesures à mettre en œuvre. Il y a des choses qui ne sont toujours pas mises en œuvre. Le simple fait d'aérer et d'aérer encore est juste pas assez mis en œuvre encore aujourd'hui par rapport à la lutte contre le Covid, et c'est extrêmement efficace. À l'inverse, on a des solutions uniformes qui sont mises en œuvre partout, alors que le couvre-feu à 18h en milieu rural, ça n'a aucun sens. Le masque porté indifféremment en plein air et dans les espaces clos, ça n'a pas de sens. La transmission en plein air est très, très inférieure à la transmission en interne. Alors, il y a eu aussi son lot de polémiques, y compris, il faut le dire, et de complications à l'intérieur du monde scientifique. Le monde scientifique et le monde médical qui ont eu du mal à s'adapter à la pandémie. On parle en long et en large de l'impréparation des politiques, ceci, cela. C'est vrai. N'empêche que encore au 12 mars, j'avais une audition de l'OPEX avec un distingué membre de l'Académie de médecine, dont je tairai le nom, très influent en France, reconnu comme un des grands experts en la matière, en épidémiologie, et qui me disait qu'à son avis, on échapperait au confinement. C'était le 12 mars. Ce qui veut dire qu'il y a eu son lot de polémiques et de discussions et aussi de débats au sein de la communauté scientifique et médicale et d'expertise. Et débat est sain, on le sait bien en science, tant qu'on n'en fait pas une affaire d'État, une polémique terrible. Par rapport au rapport intelligence artificielle, premièrement, l'intelligence artificielle n'a quasiment servi à rien dans cette pandémie, sauf dans les pays où est mis en œuvre un suivi, un tracking extrêmement fort. Là, en Chine, en Corée du Sud, la Chine est un pays non démocratique, la Corée du Sud est un pays démocratique, mais dans les deux cas, il y a une forte appétence technologique et une grande mise en œuvre efficace de la techno, et un suivi qui a été extrêmement fin, extrêmement sévère, si je puis dire, des personnes, des contagions, des mises en contact, etc. Tout le débat qu'on a pu avoir sur Stop Covid en Asie n'a pas lieu. Les outils sont mis en place de façon à marche forcée. Et là, dans certains de ces cas, les outils d'intelligence artificielle ont pu avoir leur efficacité. Est-ce qu'ils auront dans le futur l'efficacité par rapport au Covid? C'est tout à fait possible. Par rapport à des outils de diagnostic, on sait que l'IA est extrêmement forte pour faire du diagnostic. On sait que pour certains cancers, elle le fait mieux que les meilleurs humains, etc. On sait que l'IA est forte pour mettre sur pied des traitements. Pour l'instant, ça n'a pas tellement joué. Le traitement, c'est extrêmement pragmatique, mais ça pourra jouer. Les systèmes de base de données de santé aujourd'hui en France ne sont pas adaptés encore à un usage efficace de l'IA, parce qu'ils sont trop lents, parce qu'ils sont trop confus, parce qu'il y a une grosse comitologie aussi là pour le maintien de ces bases de données, parce que leur consolidation se fait sur une échelle qui est plus proche du trimestre, voire du semestre, que de la semaine, et donc inadaptée sur des événements à évolution aussi rapide que le Covid. Mais on peut toujours espérer que ça s'améliorera. Toutes les préconisations que j'ai pu faire dans mon rapport, aujourd'hui, je continue à les faire miennes, et elles se retrouvent pour certaines renforcées. Et tous les sujets sur lesquels j'insistais de souveraineté scientifique et technologique, de souveraineté numérique et de sobriété numérique aussi,
elles sont plus que jamais dans cette période de Covid au cœur de l'actualité. Souveraineté et sobriété scientifique et technologique, et en particulier numérique. Et c'est que le début d'une longue aventure. Alors, merci Cédric, tu l'as répondu à toutes les questions du chat et on tient voilà, bien le temps prévu. Alors peut-être moi je vais te poser une dernière question et comme ça te permet aussi de conclure sur, voilà, peut-être, dis ce que tu veux, hein, tu n'es pas obligé de répondre, sur est-ce que tu as une vision toi de ton avenir en tant qu'homme politique? Quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Alors, et puis en tant qu'homme politique et scientifique, peut-être les deux. Donc là, il y a Laurent Villès-Garvédian qui est président d'honneur de l'AX, qui parlait des actions de l'AX pour augmenter le niveau en maths, en sciences en France. Donc voilà, tu as un appel du pied aussi pour continuer à travailler avec l'AX sur ces sujets et tu es le bienvenu et je pense que Laurent pourra revenir vers toi là-dessus. Et en tout cas, on a été très heureux avec Sursaut de t'avoir et je te laisse conclure voilà, sur d'être comment tu vois ces prochaines années pour toi et puis aussi peut-être la sortie de crise aussi, si tu as des éléments un peu, voilà, une vision de la sortie de cette crise. Sortie de crise arrive avec tellement de... D'abord, je vais commencer par là. La sortie de crise arrive avec tellement d'incertitudes et cet énorme contexte, énorme question sociale, économique. Il y a une étude qui vient de paraître, un baromètre qui vient de paraître, qui parle du sentiment de communauté et de nation en France qui est effrayant, qui nous indique comme la France étant une nation dans laquelle il y a un taux considérable de citoyens qui ne se sentent plus rattachés à aucune communauté ni à une nation et qui mettent la France en, je ne sais plus, c'était genre 45%, qui est net, sensiblement devant la Grande-Bretagne, loin devant l'Allemagne et autres par rapport à ce sentiment, et donc des citoyens qui se retrouvent paumés et sans savoir qu'est-ce qui fait sens. Un article qui insiste d'ailleurs que le spectre qui ronge aujourd'hui la République n'est pas le communautarisme, mais bien l'absence d'implication de beaucoup de citoyens qui ne croient plus en rien, ne sont plus engagés dans quoi que ce soit. C'est une étude qui vient de sortir du CEVIPOF que je vous recommande. Dans ce contexte-là, qu'est-ce qui va se passer? Bien malin, qui peut le prédire, mais les enjeux humains et sociaux qui vont arriver sont phénoménaux. Et il y aura besoin, et le rapport entre science et politique est très très fort, a été interrogé par la crise. Je vous recommande, et je pourrais te passer pour communication, Laurent, l'étude que j'évoquais tout à l'heure de Harvard & Co. sur l'analyse internationale des rapports. Sur ce sujet très intéressant aussi, les différents articles de Thomas Poyot. Et on entre dans il va y avoir une grande phase d'incertitude et de bouleversement. Dans cette phase, je tâcherai de faire de mon mieux avec mon expérience et mon expertise. Alors, toute ma carrière sur les 20 dernières années, et en particulier sur la dernière décennie après la médaille Fields, ça a été dans le rapprochement entre science et société, aussi avec le monde politique dès 2010, à l'époque où je me suis engagé dans le fédéralisme européen via le think tank Europa Nova. Mon activité de député en cela n'est pas une aussi grande rupture que ce qu'on pourrait croire. Elle vient s'intégrer dans ces objectifs, en particulier à travers le travail que je vous évoquais tout à l'heure à l'Office parlementaire scientifique, où je travaille à renforcer l'influence de cet office, à le restructurer, à l'enrichir en contenu, en ressources, en impact. Et il va y avoir dans les débats publics à venir encore beaucoup plus de part de la science. Donc, toutes les questions de transition environnementale, la science est invoquée par toutes les parties et le besoin d'un regard éclairé qui apprenne à démêler les influences des uns des autres, à trancher aussi en mettant l'impact scientifique, enfin, la question d'analyse scientifique en rapport avec les valeurs, est plus d'actualité que jamais. Les grands dossiers sur lesquels je me suis investi ces derniers temps sont au sein du collectif Écologie, Démocratie, Solidarité, qui existe toujours en tant que collectif et dans lequel on est très coordonné, même si on n'existe plus en tant que groupe parlementaire. Sont beaucoup de dossiers liés à la transition
environnementale, énergétique, agricole. Comme vous le savez certainement, je me suis aussi beaucoup engagé sur le dossier sur la cause animale, qui est un sujet passionnant au plan non seulement éthique, mais aussi économique, scientifique. J'ai lu ça d'épaisseur de bouquins sur le sujet avant de me forger mes opinions sur les différents secteurs. Et je vais continuer à porter ces thèmes dans la suite. Au-delà de mon appartenance à un groupe et un collectif et mon action locale, député de l'Essonne, conseiller du 14e arrondissement parisien, je travaille au montage d'un laboratoire d'idées, un think tank comme on dit, qui aura vocation à travailler très fort sur ce thème des sciences éclairant la démocratie et qui aura vocation à être européen dès le départ. Je suis en train de travailler à la préfiguration et qui aura pour vocation d'influer, de donner des billes au débat public pour ça. Démocratie, c'est avant tout le débat public et la confrontation des oppositions, des points de vue divergents. Et j'aurai l'occasion, chers amis, de vous en reparler. Ah, génial. Merci Cédric, c'était passionnant. Merci beaucoup pour ton temps, ta franchise. Voilà, des petits commentaires de Carola qui dit qu'il faut continuer à défendre mordicus la place, l'indépendance de la recherche. Il faut que, de Laurent Gouzenès, que l'OPEX renforce sa voix dans le débat public. Oh, oui. Et Daniel Redélé, trouver le bon équilibre, science, démocratie, vaste programme. Voilà, merci Cédric, passionnant. Voilà, donc tu as des commentaires très dithyrambiques. Chers amis, c'est un plaisir et ce sera toujours un plaisir. À très bientôt et je vous souhaite une très belle soirée. Merci Cédric. Prochain rendez-vous donc le 8 mars avec Agnès Verdier-Molinier, donc 8 mars à 18h pour parler de la dette Covid. Vaste sujet aussi, comment rembourser cette dette probablement très, très importante. Voilà, très bonne soirée à tous et voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et merci encore à Cédric. À bientôt. Bonsoir. Bonsoir.